L'analyse est difficile à faire parce qu'on n'a pas du tout le recul pour le moment pour tout comprendre et il y a certains éléments qu'on prévoit à l'avance et d'autres qu'on comprend a posteriori. Tout a commencé bien sûr avec le séisme et le tsunami. C'est important de ne pas le perdre de vue parce que ça a des conséquences, y compris aujourd'hui, en termes de moyens de secours, de possibilités d'acheminer des secours et à l'inverse de possibilités d'évacuer les populations sur des zones plus étendues que ce qui a été décidé jusqu'à présent par les autorités japonaises. Alors, un tsunami, un tremblement de terre, on verra avec le retour d'expérience lesquels de ces deux éléments naturels ont provoqué quelle défaillance. Il semble quand même que l'essentiel des défaillances, en tout cas au niveau des circuits de refroidissement, qui est le point crucial dans toute cette histoire, est dû surtout au tsunami. Et ça pose d'ailleurs une question en termes de prévoyance ou de dimensionnement des installations face au risque, puisque on nous dit aujourd'hui que l'installation, la centrale et les autres centrales japonaises, puisque plusieurs autres auraient pu être dans la même situation, ont été touchées de la même manière, on nous dit qu'elles n'étaient pas dimensionnées pour un tsunami de cette taille et que c'était inimaginable. Je crois que la notion selon laquelle c'est inimaginable n'est pas acceptable. On a connu des tsunamis de cette dimension ailleurs. On était dans une zone à risque vis-à-vis de ce type d'événement naturel. Et donc ça paraît incompréhensible que les Japonais, pourtant très sensibilisés à ce risque, n'aient pas dimensionné leur centrale pour résister à des tsunamis de plus de 5 mètres. Alors le résultat, c'est que ce tsunami, cette vague de 10 mètres ou plus, a submergé la centrale, elle a dépassé les digues. Elle a probablement causé des dommages irréversibles aux générateurs de secours et aux réservoirs d'eau, qui sont deux éléments indispensables pour le refroidissement des réacteurs. Alors on s'est retrouvé donc dans la situation la pire possible pour un réacteur, qui est de perdre son refroidissement et ses systèmes de secours en cas d'arrêt automatique pour continuer à se refroidir. C'est la pire des situations parce que le cœur du réacteur, le combustible, est chaud, dégage sa propre chaleur du fait des produits de fission qui se sont accumulés avec les réactions en chaîne. Et ces produits de fission, cette chaleur, si on ne conserve pas un refroidissement, échauffe le combustible, commence par faire fondre, attaquer, corroder la gaine qui réagit en plus avec la vapeur d'eau, puisque l'eau qui baignait, qui refroidissait le combustible, entre-temps sous la chaleur est devenue de la vapeur. C'est ça qui génère de l'hydrogène, qui a joué un rôle dans la suite des événements. Et puis à terme, cette chaleur, elle peut fondre le combustible. C'est pour ça qu'on parle de fusion de cœur. Partielle si ça s'arrête à un moment donné, totale si le processus va jusqu'à son terme. On n'en est probablement pas encore là, mais ça reste un risque tout à fait majeur. Et donc voilà, le refroidissement, la perte de refroidissement est le pire qui puisse arriver à une centrale. Ça n'est pas arrivé sur un réacteur, mais sur 3 qui étaient en fonctionnement et qui ont été mis en arrêt automatique par le tremblement de terre. Et sur 3 autres, donc les réacteurs 1, 2, 3 qui étaient en fonctionnement, et les réacteurs 4, 5, 6 qui étaient à l'arrêt, qui étaient en fait totalement vidés de leur combustible. On s'en est rendu compte par la suite parce qu'ils étaient en maintenance. Du coup, il n'y a pas de problème de fusion de cœur sur ces réacteurs, mais il y a des problèmes dans les piscines de combustible, et c'est aussi un autre développement de l'accident. Piscine où on entrepose le combustible dont on a fini de se servir, mais qui reste de la même manière très chaud. Et donc on a besoin d'eau dans ces piscines, on a besoin de maintenir un refroidissement. Sinon, le combustible, de la même manière, s'échauffe, les gaines brûlent et la radioactivité peut être relâchée. Donc voilà les éléments techniques du scénario qui étaient présents potentiellement dès le premier jour, dès le vendredi. Moi, j'ai eu le sentiment dès vendredi qu'on pouvait aller vers un accident majeur. Et j'ai été assez troublé de certaines déclarations
le vendredi et le samedi de responsables français, industriels ou politiques, disant « mais non, ça n'est pas grave, ça n'est pas un Tchernobyl », etc. Pour moi, c'était déjà en germe, mais c'était déjà l'enchaînement mécanique, sauf miracle en quelque sorte, des événements. Donc les générateurs de secours qui doivent permettre d'alimenter les pompes pour les circuits de secours étaient en panne, aucun système de refroidissement. Donc ce qu'on a observé, c'est samedi une première explosion. On a mis un moment à comprendre, en tout cas moi, il faut dire qu'en France, globalement, les experts du nucléaire ne connaissent pas bien ce modèle de réacteur, qui est un réacteur à eau bouillante, donc d'un modèle différent des réacteurs à eau pressurisée qu'on a, qui sont les réacteurs d'EDF. Globalement, la mécanique est la même, la perte de refroidissement, la fusion du cœur, etc. Mais les circuits de refroidissement ont des différences importantes, en particulier entre circuits primaires et circuits secondaires. Et donc les différentes enceintes qui assurent, les différentes barrières qui assurent la protection contre la radioactivité ne sont pas les mêmes. Alors ce qui a surpris, je pense, un certain nombre de spécialistes en France, le samedi, c'est l'annonce qu'il y avait eu à la fois une explosion d'hydrogène et que l'enceinte du réacteur n'était pas affectée. Pourquoi c'était une surprise? Parce que cet hydrogène, en fait, il se forme à l'intérieur de la cuve par l'interaction entre les gaines combustibles et la vapeur d'eau qui, une fois que l'eau s'est échauffée, et donc cet hydrogène, a priori, se forme à l'intérieur de la cuve qui est à l'intérieur de l'enceinte. Ça paraissait incompréhensible qu'il ait explosé et que l'enceinte soit intacte. D'autant plus qu'on avait des images montrant que quelque chose, évidemment, était sorti. On avait une image d'explosion. Alors en fait, les réacteurs japonais, ce modèle de réacteur qui est en fait un modèle américain à l'origine, qui a été conçu à la fin des années 60, ont sous la cuve du réacteur un grand réservoir de forme torique en anneau qui est rempli à moitié d'eau et qui sert en fait à la fois pour les systèmes de secours comme réserve d'eau pour en réinjecter, mais surtout pour dépressuriser la cuve du réacteur. C'est-à-dire que le premier risque lorsque l'eau s'échauffe et forme de la vapeur, c'est que la pression augmente et que cette pression conduise à une rupture de la cuve et donc de cette enceinte. Donc la technique spécifique à ces réacteurs consiste à évacuer la vapeur vers ce grand réservoir en anneau sous la cuve. Au contact de l'eau, elle se refroidit et donc elle se condense. Donc on libère la pression puisqu'on a moins de vapeur dans le réacteur. Cette spécificité est importante parce qu'en fait, dès les années 70, les Américains se sont rendus compte que cet anneau n'était pas suffisamment grand, n'avait pas un volume suffisant pour relâcher toute la pression. Et donc des systèmes ont été mis en place, y compris sur les réacteurs japonais, pour relâcher cette vapeur directement dans l'enceinte supérieure, donc la partie métallique, qui n'est pas l'enceinte en béton du réacteur. Et c'est ce que les Japonais ont fait. Ça veut dire incidemment que cette vapeur est beaucoup moins filtrée que lorsqu'elle sort par le mécanisme normal. Donc elle était beaucoup plus chargée en radioactivité dès samedi. Et l'explosion, c'est cet hydrogène qui s'est accumulé dans la partie métallique jusqu'au point d'une explosion spontanée ou peut-être provoquée, mais a priori spontanée, de l'hydrogène. Donc ce premier événement a déjà relâché des quantités importantes de radioactivité. On était déjà dès ce moment-là dans une situation supérieure à l'accident de 3 Mile Island qui fait référence, où il y avait eu peu de relâchement de radioactivité. La même situation s'est produite le lundi sur le réacteur numéro 3. A priori, les mêmes enchaînements donnant les mêmes conséquences. On s'est rendu compte, quand on a compris le mécanisme, qu'il y avait un deuxième problème qui se posait parce que l'enceinte en béton est intacte, mais l'enceinte métallique au-dessus a sauté et au-dessus de cette enceinte béton, il y a les piscines de refroidissement du combustible. Donc en fait, sur le réacteur numéro 1 et sur le réacteur numéro 3, on a deux piscines qui sont probablement en partie volatilisées par les explosions, où le combustible n'est probablement plus complètement refroidi et risque donc de s'enflammer et de relâcher toute sa radioactivité. Donc ça, c'est une situation extrêmement grave sur les deux piscines des réacteurs numéro 1 et numéro 3. Il y a les problèmes de fusion de cœur qui sont en cours sur les trois réacteurs et probablement plus avancés sur les 2 et 3
avec peut-être des enceintes de confinement qui ne sont plus intactes, donc des relâchements là aussi importants de radioactivité. La suite possible de ces fusions de cœur, c'est un percement de la cuve par ce qu'on appelle le corium, donc le cœur fondu. Ce cœur peut tomber au fond de l'enceinte du réacteur. Et là, deux hypothèses. L'hypothèse la plus grave, c'est qu'il rencontre de l'eau dans des conditions qui génèrent une explosion très violente, qui ne serait pas de même nature que l'explosion de Tchernobyl, mais probablement qui pourrait être de même ampleur, donc avec là, de façon incontestable, le même type de conséquences. Autre hypothèse, s'il n'y a pas d'explosion, ce corium peut percer le fond de la cuve, c'est ce qu'on avait appelé à l'époque de Three Mile Island le syndrome chinois. Pourquoi? Parce que là aussi, les Américains se sont rendus compte dès le début des années 70 que le fond de cette cuve, dans ce réacteur qui a été conçu avant Three Mile Island, n'est pas suffisamment dimensionné pour résister à la chaleur du corium. Dernier élément, donc les piscines. On a un problème sur les piscines du réacteur numéro 1 et du réacteur numéro 3, mais on a aussi un problème majeur qui est peut-être la priorité au moment où on parle, avec la piscine du réacteur numéro 4. Et ça a été une surprise puisque ce réacteur était à l'arrêt, tout le monde a pensé qu'il n'y avait pas de problème. Il n'est pas exclu d'ailleurs que les Japonais eux-mêmes aient négligé cette partie du problème, concentrés qu'ils étaient sur les urgences. Et donc cette piscine, en l'absence de refroidissement, a perdu son eau, simplement par évaporation. Probablement le combustible a commencé à réagir avec l'air, à former de l'hydrogène. Il y a eu une explosion, il y a eu un incendie. Et on a maintenant une piscine qui, sauf miracle, va arriver au scénario le pire pour une piscine de combustible, c'est-à-dire la combustion des gaines, la fonte du combustible et des relâchements qui, au final, peuvent être là aussi équivalents au relâchement de Tchernobyl. Il est beaucoup trop tôt pour dire quelles seront les conséquences sanitaires pour deux raisons. La première, c'est que l'accident n'est pas terminé et que des évolutions vers une situation encore plus catastrophique restent malheureusement possibles. La deuxième, c'est qu'on a trop peu de données pour le moment pour juger ne serait-ce que de l'état de contamination dans les circonstances actuelles, même s'il ne venait pas à s'aggraver. Les données qu'on a portent essentiellement sur des mesures de radioactivité dans l'air aux portes du site, aux environs des réacteurs. Et ces données, elles nous montrent dès samedi des bouffées très importantes de radioactivité qui indiquent un passage de nuages radioactifs dont on ne sait pas exactement ce qu'il contenait, dont on ne sait pas jusqu'où il a pu aller et combien de matière radioactive il a pu déposer sur son passage. Alors on avait quand même dès samedi des indications sur la gravité du relâchement de radioactivité à travers les mesures de ce qu'on appelle le débit de dose aux portes du site et je pense que dès samedi on pouvait envisager que, sans connaître leur étendue, il y aurait au final des zones contaminées. Et je pense que dès samedi, on pouvait parler de catastrophe et que certains discours pour minimiser les conséquences de l'accident auraient pu être évités. Et d'ailleurs, on voit que les mêmes, aujourd'hui, qui niaient la gravité de l'accident, parlent aujourd'hui d'une catastrophe et d'une situation d'urgence. Je pense que dès samedi, c'était là. Et ça n'a fait que s'aggraver depuis. Alors ça s'est aggravé avec une deuxième grosse bouffée au moment de l'explosion du réacteur numéro 3, des bouffées au moment des incendies sur les réacteurs numéro 3-4, de l'explosion sur le réacteur numéro 2. Au final, plusieurs épisodes de dégagement très importants de radioactivité. On a très peu de chiffres sur ce que ça a donné loin des centrales, on a quand même quelques indications. On a eu dès dimanche des indications sur la mesure de radioactivité dans une autre centrale, celle d'Onagawa, qui est à une centaine de kilomètres au nord de Fukushima, et qu'on surveillait parce qu'elle fait partie des sites qui ont été touchés par le tremblement de terre et le tsunami, mais où heureusement on n'a pas connu le même enchaînement dramatique. Cette centrale, on y a observé dans la nuit de samedi à dimanche, heure japonaise, autour de minuit,
une bouffée de radioactivité qui correspond a priori, connaissant la direction du vent et la vitesse du vent, au relâchement de radioactivité de l'explosion de Fukushima. Et ce qui est très significatif et notable, c'est que après cette grande bouffée de radioactivité aux alentours de minuit, la radioactivité ambiante mesurée est redescendue, mais elle n'est pas du tout redescendue au niveau naturel, elle est redescendue à un niveau 50 à 100 fois supérieur à celui qu'elle était précédemment. Alors il est trop tôt pour interpréter ça de façon définitive, mais c'est une indication du fait que la première bouffée a pu transporter une radioactivité 50 à 100 fois l'équivalent de la radioactivité naturelle aussi loin que 100 km de l'installation. Deuxième indice, lundi matin, un communiqué relayé par l'agence Associated Press a indiqué que l'armée américaine avait observé sur son porte-avions Ronald Reagan qui naviguait à 160 km des côtes à l'est du Japon, le passage d'un nuage radioactif tel que les membres d'équipage avaient reçu en 1 heure l'équivalent de la dose qu'ils reçoivent en 1 mois. La 7e flotte américaine, suite à cet épisode, a annoncé lundi le retrait de ses avions et de ses navires de toute la zone. Donc on avait déjà des indications fortes que ces bouffées de radioactivité, sur lesquelles les autorités jouaient en disant « la radioactivité est montée mais elle est redescendue », oui forcément quand un nuage passe, si vous restez en un point fixe, vous mesurez un pic et puis ensuite ça va mieux. Mais en réalité, c'est aller déposer très loin. On n'a pas plus de données aujourd'hui, on peut juste supposer que ça s'est aggravé puisqu'il y a eu plus d'épisodes. En particulier la situation sur le réacteur numéro 4 où on n'est plus dans une bouffée de relâchement de radioactivité mais dans un relâchement plus continu conduit probablement à plus de dispersion. Alors, les 2 éléments qui manquent pour dire quelle sera la gravité au final de ces accidents, parce qu'il faut garder en mémoire que ce n'est pas un, mais 4 voire 5 accidents, puisqu'il y a un problème sur le réacteur numéro 5 qui n'est pas encore stabilisé au niveau de sa piscine. Les 2 éléments qui manquent donc pour savoir quelle sera la gravité au final, c'est les épisodes qui peuvent subvenir sur la centrale, qui seraient susceptibles d'augmenter le phénomène de dispersion. On sait qu'il y a énormément de relâchement sur le site lui-même. Ensuite, ce qui peut disperser, c'est des explosions, des incendies, éventuellement des secousses sismiques et leurs conséquences mécaniques. Donc voilà, tout ça peut encore arriver et pourra arriver d'ailleurs longtemps après l'accident parce que les piscines de combustible qui sont, après les explosions des enceintes métalliques à l'air libre, vont constituer un problème majeur tant qu'on n'aura pas construit, et ça semble extrêmement difficile à faire, tant qu'on n'aura pas construit un sarcophage au-dessus de l'installation. Donc les événements qui peuvent disperser, et puis deuxièmement, un point crucial, c'est la météo et les conditions à la fois de vent et de précipitation. Pour le moment, les conditions sont plutôt défavorables du point de vue précipitation puisqu'il y a de la pluie, voire de la neige. Et ça c'est susceptible de fixer au sol les particules qui sont relâchées. Plus vite elles sont fixées, forcément plus le résultat est concentré par rapport à une dispersion plus large. C'est défavorable sur la pluie ou la neige, c'est favorable jusqu'ici au niveau du vent qui souffle vers le Pacifique, vers le large. Si le vent venait à s'inverser et aller vers l'agglomération de Tokyo, qui est à quelques centaines de kilomètres avec 35 millions d'habitants, donc quelque chose d'impossible dans tous les cas à évacuer, là les conséquences pourraient être réellement dramatiques. Un dernier mot peut-être sur l'appréciation des conséquences par rapport à d'autres accidents. Alors les 2 références d'accidents majeurs, hein, c'est l'accident de 3 Mile Island qui avait été classé 5 sur l'échelle INES, l'échelle internationale de classement des accidents et des incidents nucléaires.
qui en compte 7. 7 étant l'accident le plus grave qu'on ait jamais connu jusqu'ici, qui était l'accident de Tchernobyl. Dans les premières heures, dans les premiers jours, les autorités ont semblé penser que ça serait de l'ordre de l'accident de 3 Mile Island. Les Japonais avaient même, dès samedi, classé le premier accident au niveau 4. On n'a pas de nouvelles de l'évolution de leur jugement sur cette question. Je pense que ça viendra évidemment plus tard. Il faudra d'ailleurs voir si on classe ça comme un accident ou plusieurs accidents, peut-être de chacun de niveaux différents. En tout cas, c'est clairement depuis samedi ou lundi plus grave que 3 Mile Island, donc plus grave qu'un niveau 5, d'où l'idée que c'est au moins un niveau 6. Ça sera peut-être au final un niveau 7, voire certains parlent déjà de la nécessité de créer un niveau 7,5 ou 8. Pourquoi? Parce que même si on nous explique que c'est moins grave que Tchernobyl parce que ça n'est pas une explosion du cœur, d'autres phénomènes que l'explosion de cœur peuvent générer d'importants relâchements de radioactivité. C'est ce qu'on voit avec les piscines. Et au final, il se peut que ces accidents relâchent plus de radioactivité que Tchernobyl. Et il se peut surtout que même si ça se disperse moins, ça se disperse sur des zones beaucoup plus habitées puisqu'on a l'agglomération de Tokyo et que donc les conséquences sanitaires soient beaucoup plus graves.